Salut à tous, bienvenue dans 11e art, bienvenue sur Avec des Si, cette émission que vous aviez découvert la saison passée. Et on revient en force en ce début d'année 2023 avec un sujet brûlant d'actualité. Mais avant de vous faire découvrir le sujet, Tom, qui est avec moi, supporter lyonnais, il me semble que tu es plutôt bien choisi ton sujet. Euh, Tom, comment tu vas? Bah, ça va. Écoute, on va pouvoir, se lâcher un petit peu sur un personnage principal de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, Ouais. qui fait des ravages actuellement, hein. On enregistre un soir de dernier jour de mercato et je suis sûr qu'il est j'espère qu'il est occupé et franchement, je pense qu'il ne l'est pas trop. Ouais, c'est marrant parce que ce sujet, effectivement, on va en plein se positionner sur ce magnifique débat actuel qui court déjà depuis quelques années, mais qui est vraiment depuis quelques semaines, quelques mois en pleine actualité. C'est un peu ce clan anti-Olas, ce clan pro-Olas, ce clan au milieu aussi, je pense, de beaucoup de supporters français et notamment lyonnais, qui est un peu pris en étau parce qu'ils savent tout ce qu'ils doivent à ce président, mais ils savent aussi que le temps est peut-être venu malheureusement pour lui de tirer sa révérence. Mais donc vous l'aurez compris, aujourd'hui dans Avec des Si, un sujet 100% Olympique Lyonnais, 100% Jean-Michel Aulas, avec cette question, Tom, et si Jean-Michel Aulas n'était pas devenu propriétaire de l'Olympique Lyonnais, et s'il n'avait pas racheté l'Olympique Lyonnais en 1987? Un sujet qui te tient à cœur, Tom, je le vois dans tes yeux. Bah, franchement, c'est évidemment un personnage principal, de l'OL, hein, c'est sûr. Ouais. Personnage central du football français, on en parlera longuement, plus tard dans l'émission. Mais qu'est-ce que ça serait devenu, le club sans lui, quoi? Exactement. Et ben des questions auxquelles on va essayer de vous répondre. On s'est posé beaucoup de questions. On s'est vraiment trituré les neurones, les méninges avec Tom pour essayer de soulever pas mal de science-fiction de qu'est-ce qui aurait pu se dérouler autrement si Olas n'était pas devenu propriétaire de l'OL. Mais vous en avez l'habitude, avant de passer dans cette deuxième partie d'une sorte d'uchronie un peu réelle, on va déjà se baser sur le contexte, Tom. Euh, Jean-Michel Aulas rachète l'Olympique Lyonnais en juin 1987. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là de cet Olympique lyonnais en 1987? Bah, c'est un club, à l'époque qui est relativement récent, hein. Il y a évidemment beaucoup de clubs, bien plus anciens, dans l'histoire du football français, mais c'est un club qui a eu un petit peu de succès dans les années 60, mais qui n'est pas un très grand club, on va être honnête Ouais, là-dessus. c'est Il un y club a qui a grosso modo des années un peu dorées sans non plus que ça soit voilà, grandiloquent. Dans les années 60-70, il y a quoi? Il y a 3 Coupes de France, 64, 67, 73, c'est ça. 3 autres. Jamais de titre, ils sont toujours il y a 2-3, podiums dans ces eaux-là, mais Ouais, il y a pas de titre, quoi. je crois qu'ils sont même pas vice-champions dans ces années-là. Ils ont 3 autres finales de Coupe de France. Bon, aussi parce que dans les années 60-70, il y a un voisin qui fait un petit peu d'ombre, qui Ouais, il fait s'appelle beaucoup de l'AS. bruit à côté, ouais. Ouais, qui fait beaucoup de bruit, qui fait un peu d'ombre. Évidemment, vous connaissez tous l'AS Saint-Etienne qui est dans ces années-là surdomine le championnat de France, avec aussi dans cette même époque un gros FC Nantes Absolument. qui, quand il peut glaner un titre à la place de l'AS Saint-Etienne, va généralement pas manquer ces années. Mais bon, voilà, les années 60-70, c'est un peu les grosses années de l'OL avec quelques joueurs emblématiques de l'histoire du club. Ah, Bernard Lacombe évidemment et puis, l'autre, celui qui nous a menés à Naïsna, Raymond Domenech, hein, on s'en Ouais, souvient évidemment, évidemment. mais grand Bah, joueur à l'époque évidemment, évidemment qui portait si bien la moustache à l'époque, et puis évidemment Floridinalo, Chiesa aussi, bien qui étaient sûr. les attaquants phares de cette première belle époque de l'Olympique lyonnais. Mais on le dit, Lyon est à ce moment-là un club plutôt sérieux, mais qui est dans l'ombre de Nantes et surtout du voisin stéphanois. Juste pour la petite anecdote, Roger Rocher, historique président emblématique de la Saint-Etienne, disait quelque chose qui, 40, 50 ans après, peut faire sourire, hein, évidemment. Mais il disait, en matière de football, Lyon a toujours été la banlieue de Saint-Etienne. Et Ce même si qui est aujourd'hui ça prête à sourire, jusque dans les années 80, cette phrase elle prend tout son sens. Saint-Etienne est la superpuissance du championnat de France. Et Lyon, en plus, va commencer à connaître des difficultés financières à la toute fin des années 70, qui vont notamment mener, tu parlais de Domenech, c'est marrant, mais à la vente de Domenech, à la vente de Lacombe, qui va faire une pige d'une saison chez le voisin stéphanois. Alors, à l'époque, il n'y a pas encore la rivalité qu'on connaît depuis quelques décennies. C'est même, il n'y a quasiment pas de rivalité, hein. Parce que sportivement, déjà, Lyon n'existe pas trop dans ces années-là. Mais en tout cas, ouais, il y a des problèmes financiers, il y a des ventes de joueurs, ce qui vont conduire à une sorte de descente un peu aux enfers pour le club. ouais clairement, il y a il y a une grosse relégation, en 1983, à peu près à ce moment-là où ils sont en train de vendre à peu près tout le monde.
Et ils avaient le record de saisons d'affilée en première division à ce moment-là quand même, hein. Ouais, C'est 29 saisons. 29 saisons, c'est quand même Un beaucoup. record qui sera battu par la suite par Bah, j'imagine Saint-Étienne? la JOCR. La JOCR, bah, Parce que évidemment. je crois qu'à un moment, c'est Sochaux qui l'a tenu Ouais, et je crois que pendant longtemps, absolument. ça a été la JOCR après. Bon, la série s'est malheureusement arrêtée. Ça s'est un petit peu arrêté, ouais. Mais ouais, non, c'est un record assez incroyable à l'époque, 29 saisons de suite en première division Ouais. Le pour club, l'Olympique. il va pas très, très bien, Mmh. financièrement, ça de moins en moins, et donc on passe, 6 saisons, alors je dis «on», hein, l'Olympique Lyonnais évidemment, On a compris, on a compris, on on a a compris. compris, passe 6 saisons en 2e div. Faut quand même noter parce que même si ça va pas très, très bien, le président, Charles Miguirian, ouais, on va y arriver. Miguelian, Ouais, c'est ça. Il a un peu arménien relevé le d'origine. club quand même, faut noter ça. J'ai parlé à quelques supporters cet après-midi qui sont un peu plus anciens que moi, qui m'ont dit effectivement ça allait un petit peu mieux au moment de l'arrivée d'Olas, mais en tout cas, il y avait des gros problèmes. Ouais, exactement, président emblématique, mais qui essaye de faire du mieux qu'il peut, mais c'est effectivement compliqué. Et on arrive donc en juin 1987, où un jeune entrepreneur va être élu président. Avant que tu nous parles de qui il est, je vais juste vous dire par qui il est poussé. C'est assez marrant, c'est qu'à cette époque-là, on est à la fin des années 80. Le foot français est pratiquement ultra dominé par deux clubs avec des présidents emblématiques. Claude Bèze à Bordeaux d'un côté, surtout Bernard Tapie qui vient d'arriver à Marseille de l'autre. Bernard Tapie, avec son arrivée, lui aussi jeune entrepreneur, ministre, homme de médias, homme d'entreprise, et aussi l'arrivée de la télévision et Canal+ dans le foot français, va vouloir donner un nouveau souffle au foot français. Il a besoin de se trouver des rivaux, ça va être le Bordeaux de Claude Bèze au début, mais il a besoin que le foot français devienne de plus en plus attractif. Et c'est lui qui va notamment pousser, parce qu'il connaît Jean-Michel Aulas de par le monde des affaires, à ce qu'il rachète l'OL. Et toi, tu voulais nous parler justement un petit peu plus de Jean-Michel Aulas et de ce qu'il a fait pour arriver à prendre la tête de l'OL. Ouais, bah, justement, effectivement, il est poussé par aujourd'hui ce qu'il appelle son grand ami, Bernard Tapie. On l'a vu, ces dernières années, très touché par les maladies de Tapie. Mais avant d'en arriver là, voilà, c'est un jeune entrepreneur. Il est surtout, joueur de hand, hein, quand même, c'est plutôt ça son sport. Mm. Il est fils d'un chroniqueur, de Lyon Matin. Voilà, c'est sa première petite relation avec les médias, hein, son best friend, on va dire. Fils d'une famille communiste, ce qui aujourd'hui, quand on voit sa carrière dans le monde entrepreneurial, peut porter à sourire, mais Ouais, fils puis il est d'une famille communiste. absolument. Et il devient le président du groupe Cégide, qui est moi j'ai essayé de rechercher ça sur Wikipédia, c'est un truc qui n'existerait pas forcément aujourd'hui, mais des logiciels qui aident les personnes à la finance et les experts comptables. Il a clairement le monopole sur les experts comptables en France, à partir du moment à peu près où il arrive à la tête de l'OL. Donc c'est un homme de région, un homme du Rhône-Alpes et qui est fier de reprendre l'Olympique Lyonnais, qui a pris ça comme un challenge et bah, finalement il y est resté presque 40 ans, hein. Exactement, ouais, ouais, 40 ans. C'est encore en cours, Bientôt, hein. même si ça, ouais, ouais, bientôt, même si ça commence à. On sait qu'il lui reste à peu près 3 saisons. Ce qui est assez marrant, c'est que dans l'anecdote où Tapi le pousse, Tapi le connaît en tant qu'entrepreneur. Il voit que Lyon est une grande ville qui n'a pas de grand club parce que Lyon est descendu. Il sent qu'il y a besoin d'installer un. Tapi sent qu'il y a besoin d'installer un club dans ce territoire-là, dans cette ville-là. Et il va pousser donc Jean-Michel Aulas, qui connaît encore une fois par le monde des affaires. Jean-Michel Aulas, à ce moment-là, est déjà membre du club, il est déjà administrateur. Et il va finalement reprendre la direction du club à Miguirian. Il va devenir le président, le propriétaire. Et une de ses premières actions, c'est évidemment de virer le coach en place. À l'époque, Robert Nouzaré, qui a une bonne petite popularité du côté de Lyon, ça fait 2-3 ans qu'il est entraîneur de cette équipe en deuxième division. Et il va installer un drôle de mec en poste qui est Monsieur Domenech? Monsieur Domenech. Monsieur Domenech, ancienne légende en tant que joueur de l'Olympique Lyonnais, qui va donc connaître sa première expérience d'entraîneur sur les bancs de l'Olympique Lyonnais grâce à Jean-Michel Aulas. Et alors Jean-Michel Il a Aulas, pas de pression, hein, quand même. Faut le dire qu'il a pas de pression en arrivant parce que Aulas, il dit quand même: «On va jouer la coupe d'Europe d'ici 3 ans». voilà, Avec son on deuxième parle d'un division, hein. club qui vient changer d'entraîneur, un entraîneur Raymond Domenech qui n'a aucune expérience, qui vient presque d'arrêter sa carrière et à qui il demande de jouer la Coupe d'Europe dans 3 ans alors que le club est en D2. Rien que ça, hein, il va s'appuyer surtout sur le grand Florian Maurice, hein, quand même, à l'époque, joueur emblématique, et aujourd'hui, ancienne légende du board de l'Olympique Lyonnais, hein. Mais voilà, ça se passe plutôt bien quand même pour démarrer. Ben, le problème, c'est que cette espèce d'ambition folle où tout le monde se dit il est complètement fou d'avoir de telles ambitions, ben, il va les atteindre. Après le rachat en juin 87, le club monte au bout de la deuxième saison, donc en 1989, en D1, retrouve la D1.
Et puis ils vont surtout terminer 5e de D1 et retrouver la Coupe d'Europe en 1991. Ce qui est, Rien que ça. dans les temps de passage de Jean-Michel Aulas, et ce qui est complètement surréaliste, pour un club qui était tout juste en D2 encore 2 ans plus tôt. Ouais, c'est ça, on pense au grand projet, de l'OM sous McCourt, voilà, champion d'ici, 5 ans. Ça s'est pas passé comme prévu, hein, ça donc Aïe, aïe, Aulas, aïe. il a mis l'argent où il fallait. Aïe, aïe, aïe. Et donc du coup 91, on le disait, 5e de D1, Lyon va redécouvrir les joies des compétitions européennes. Ils vont ensuite connaître 2-3 saisons un petit peu plus compliquées. Ils vont être vice-champions en 95-96. Ils vont aussi faire une finale de Coupe de la Ligue perdue face à Metz au tir au but cette même saison. Donc là, Lyon, on voit qu'on commence à voir une montée en puissance. Et là, elle va surtout commencer à s'installer, cette montée en puissance. Ils vont finir 3e en 98-99, puis en 99-2000. Ouais, il faut quand même pas oublier en 97, il gagne la grande coupe Intertoto, hein, notre seul titre européen, mais bon, Ouais, ça, ouais, on bon. l'a un peu oublié celle-là. Ça, je t'avoue que même à Paris, on l'a gagné, mais on l'a oublié aussi, hein. Les coupes Intertoto, c'était joli pour faire beau le jeudi, je crois, mais ça servait pas à grand-chose beaucoup plus loin. Mais surtout, tu parlais de 97, on parlait de 99, 98, 2000. Dans ces années-là, et c'est précisément en 99, il y a l'arrivée d'un grand groupe industriel français, en l'occurrence Pathé, qu'on connaît évidemment dans le monde du cinéma, des films, qui arrive en 1997 comme actionnaire minoritaire, mais avec un gros actionnariat à 34%, il me semble, C'est ça. et qui va apporter un nouveau souffle au club, ce qui va notamment permettre au club de rentrer économiquement dans une autre sphère. Ouais, clairement et puis, à ce moment-là, il commence à investir massivement. Je pense que j'ai pas l'ordre d'échelle par rapport au franc, mais je pense qu'on est vraiment pas loin de ce que faisait le PSG lors de leurs premières années, si tu veux. C'est vraiment un nouveau souffle dans le football français. On va mettre des gros joueurs, des gros moyens et c'est justement à ce moment-là qu'on arrive, l'arrivée de Sonny Anderson, quoi. Ouais, Sonny Anderson qui est dans une situation qui a fait des belles saisons, on s'en souvient dans le championnat de France, à Marseille, à Monaco, qui est parti en Espagne, qui a plus ou moins marché, mais qui est en situation un peu d'échec à ce moment-là au Barça, et qui va arriver comme une sorte de superstar à Lyon. C'est la vraie première superstar à Lyon sous Jean-Michel Aulas. Et tout de suite, bah, la grève prend complètement à partir de 99. Sonny Anderson devient la coqueluche de Gerland. Ils vont finir deuxième en 2000-2001 derrière un Nantes intouchable. Ils vont remporter la Coupe de la Ligue contre Monaco cette même saison, ce qui est en 2001 le premier titre depuis 1973. Lyon s'est installé en tant que deuxième. On sent vraiment que Lyon est en train de s'installer comme une des grosses équipes du championnat de France. Et ça manque pas. Dès la saison suivante, Lyon commence à arriver au sommet. Il y a cette saison 2001-2002 qui est l'année du premier titre de l'Olympique lyonnais et qui va surtout débuter le règne de ce géant français. Ouais, et puis, c'est pas n'importe quel titre parce que évidemment il y a des titres qui ont été acquis, dans les 7 années, les 6 années à venir qui sont magiques. Mais celui-là, il est gagné à la dernière journée à domicile à Gerland contre le deuxième Lens qui à ce moment-là est premier. C'est surtout ça, faut aller le chercher le titre. À mi-saison, Lyon est presque largué derrière Lens. Lens a beaucoup de points d'avance. Ils perdent progressivement le terrain. Et il y a cette sorte de finale assez incroyable dans le scénario de la saison qui joue à Jarry. Surtout que c'est un match magnifique, que voilà, il y a un très beau documentaire qui est sorti, cette année pour les 20 ans. Voilà, c'est un des grands moments de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, surtout que c'est le 1er. Forcément tout le monde se souvient de l'équipe, des joueurs et bah, c'est dignement fêté dans les rues de Lyon, ça c'est sûr. Exactement. 2000-2001, on parlait donc de ce premier titre acquis face au RC Lens à la dernière journée. Bah, ça va suivre avec une série de 7 titres consécutifs, ce qui est toujours à l'heure actuelle un record malgré l'OM des années tapis, le Grand Saint-Etienne ou le PSG version QSI. De donc 2001-2002 à 2007-2008, Lyon va être champion toutes les saisons champion de France. Ils vont gagner une Coupe de France en 2008, c'est la seule année où il y a un doublé d'ailleurs. Ce qui est assez marrant mine de rien parce que Lyon a pas réussi beaucoup le doublé Coupe de France championnat. Non, Il y mais a une l'OL jouait, les coupes d'Europe, nous. Nous, tu vois, on les jouait à fond, nous. Exactement. Enfin, c'est marrant parce que quand on sortait des anecdotes sur Paris qui s'arrête toujours en quart, Lyon, c'est grosso modo la même chose en Coupe de C'est France. ça. Et surtout, donc on parlait de ces 7 titres consécutifs. Il y a une génération de joueurs dorés qui a marqué toute une génération de foot. Évidemment, des fans lyonnais, mais même pas que. Beaucoup de fans français à l'époque pouvaient vibrer en Europe uniquement avec Lyon. Bah, évidemment, c'est Sonny Anderson, c'est Chris, c'est Cassapa, c'est Juninho, c'est Grégory Coupé, c'est Sidney Govou. Il y a pas mal d'autres joueurs aussi qui sont restés moins longtemps, mais qui ont été assez prégnants. Ouais, il y a des joueurs importants du championnat français. Je pense à Eric Carrière, notamment, qui arrivait comme meilleur Exactement. joueur de Nantes. C'était quand Philippe même pas Violo, donné. Exactement. Et puis Vicage voilà, Dorassy, ouais.
t'en Oui. parlais, c'est justement c'est les années où Lyon fonce en Ligue des Champions aussi. On en parlera plus tard dans l'indice UEFA, mais il y a une importance dans la Coupe d'Europe. Il y a évidemment pénalty sur Nilmar, il y a évidemment, Oh là 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 là, et oui, bah oui, non mais ça évidemment qu'il y avait pénalty sur Neymar, mais il y avait pas de VAR. C'est le il y avait problème, il est pas de là. VAR. Il y avait Il y a pas le de match VAR sur contre Neymar. Milan, il y a le match contre la Roma et cetera. Il y a plein Il y a beaucoup de d'épopées, en fait, et le match ouais. contre le Real, évidemment, c'est le summum en 2005. On va écraser le Real à Santiago Bernabéu, avec un très grand, En phase de Juni, poule. quoi. En phase de poule, avec un C'était grand souvent le Juninho. problème, c'est que Lyon en phase de poule, était très fort contre les gros. On se souvient évidemment de ces matchs, cette double confrontation contre le Real où Juninho est tout simplement John Carew, extraordinaire. John Carew, quoi, aussi, ce soir-là. Exactement, John Carew aussi. Malheureusement, on sent que dès qu'il y a une sorte de plafond de verre en Coupe d'Europe, on a 3 quarts de finale consécutifs, puis 3 huitièmes, donc on sent aussi une régression au milieu de ces années 2000. Et finalement, Lyon va jamais réussir à passer ce cap. Malgré le tout, ça reste quand même un des meilleurs clubs européens des années 2000. Euh, il y a une succession de coachs français qui laissent une petite amertume où on se dit ça aurait peut-être été pas mal d'aller chercher un plus grand coach parce que on sent qu'il y a un plafond de verre, il y a un cap que le club n'arrive pas à passer en Coupe d'Europe, ce cap des quarts et des huitièmes. Par contre, en France, Lyon écrase complètement la concurrence. On va pas se mentir aussi, Lyon est stratosphérique. L'écart de budget avec les autres, il est important, bien moindre que celui du PSG actuellement avec le reste de la Ligue 1, mais il est important. Et surtout, il n'y a pas de club qui arrive à s'installer dans la durée comme un vrai rival. Il y a des clubs qui font des bonnes saisons par-ci par-là. On y reviendra par ailleurs dans notre petit côté science-fiction, dans notre chronie. Mais il n'y a pas vraiment de club qui s'installe. En fait, il faut imaginer un petit peu ce que, alors évidemment le budget est encore, supérieur, mais ce que fait le Bayern actuellement. C'est-à-dire que dès qu'il y a un joueur un peu, de très bon niveau en championnat français, s'il peut venir titiller, la domination de l'OL, on va le racheter, tu vois? Et ça a été le cas avec plein de joueurs là-dedans, qui est de moins en moins le cas, et du coup l'OL commence à piocher en Ligue 2 plutôt que chez les rivaux, et inversement, on commence à envoyer leurs meilleurs joueurs chez les rivaux. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une domination qui se fait pas que seulement par l'argent, évidemment, mais se fait aussi en retirant les meilleurs éléments des autres, qui évidemment, Ouais. n'aide pas. Exactement. On parlait donc de cette domination sur le championnat de France qui s'étale donc de 2001 à 2008. 2008, année du seul et unique doublé à ce moment-là, Coupe de France, Championnat de France. C'est aussi le dernier titre de l'OL jusqu'à 2012. Et en fait, à partir de 2008 jusqu'à aujourd'hui, il y a une sorte de déclin et un projet qui se réoriente. Donc, grosso modo, début des années 2010, toute fin des années 2000. Euh, c'est les périodes que tu as bien connues, Tom, parce que tu étais déjà un peu plus jeune, même si tu as suivi le milieu des années 2000. Qu'est-ce qui change dans le projet à ce moment-là? Il y a beaucoup de choses qui changent. Je pense qu'il y a quand même des choses qui restent aussi. Il faut souligner quand même le duo Olas-Lacombe qui reste très fort, mais progressivement, les supporters commencent à tourner un peu contre eux parce que les titres sont plus là, les choix d'entraîneurs sont un peu bizarres. On a parlé d'OL, de Puel en off. Il y a voilà, la Puel qui arrive relation donc après, qui arrive après Perrin, ouais, après Perrin 2008. qui est viré malgré le doublé. Il y a aussi un truc avec Puel et qui va arriver dans la toute fin des années 2000 jusqu'au début des années 2011-2012. C'est le départ de beaucoup de joueurs majeurs de la grande époque lyonnaise. Ah bah ouais, Benzé et Juninho qui partent L'arrivée le d'autres premier aussi, été, ouais. exactement. Alors il y a Benzema, parce que bon voilà, c'est un jeune, c'est une pépite du foot mondial au moment où il part, il a 19 ou 20 ans, il part pour le Real. À la limite, il y a une forme de logique comme quand Malouda, Oui, bien Abidal sûr. en club. Mais il y a le départ de Ouais. cadres qui ont fait quasiment toutes les années 2000, de Cassapa, de Juninho, on disait Coupé. Benzema, de Govou, de Coupé, de Toulalan. Ces mecs-là vont partir de l'Olympique lyonnais et on sent que le club, entre la perte de résultats sportifs et le départ de ce joueur-là, et tu le disais évidemment, l'arrivée du Parc OL, aujourd'hui Groupama Stadium, qui a un projet faramineux qui va coûter 500 millions au club, il y a une nouvelle orientation. Il y a quand même des joueurs nouveaux qui arrivent, qui sont aussi des joueurs marquants dans l'histoire de l'OL. Bah, il y a On quand a même 70 millions investis l'été où Benzé et Juni partent. Il y a Lisandro et Gomis qui arrivent cet été-là. exactement. Moi, je pensais Lisha, effectivement à Lisha, à Gomis, à Jimmy Briand, mm. à Hugo Lloris, qui arrive Michel grosso modo dans ces Bastos. années-là. Michel Bastos, Kader Keita, Jean de Alors ça, c'est Macoun. moins bon, ça. Ouais, non mais, voilà, non mais pour montrer qu'il y a aussi eu des flops, mais Lyon continue d'investir, toujours un peu quand même sur cet axe championnat de France, avec des nouveaux joueurs. Ouais. On a soutenu Euh, l'économie de Lille pendant 10 ans, hein, quand même. Faut pas aussi, oublier. aussi. C'est le Mais même comme on président, hein, faut le noter. Hein. C'est d'où La famille Sédou, le groupe la famille Pathé, on Sédou. comprend les affaires, elles sont faites comme ça aussi, mine de rien, hein. Mais le fait est que Lyon, c'est quand même des joueurs aussi qui ont marqué l'histoire de Lyon. C'est pas uniquement des flops. Quand on parle de Lisandro Lopez, de Gomis, de Briand, du Golioris,
c'est des joueurs qui ont marqué une époque de Lyon César là. Delgado, là, je te le mets ça là-dessus. Ouais, alors ne me chauffe pas sur César Galgado parce que il a été bon une saison et demie, mais alors j'ai adoré ce joueur. C'est un Ouais. joueur que je trouvais Il fait penser à ton excellent. Javier, le petit Javier. Et un peu, ouais, il y a ce côté très joueur romantique. Mais du coup, pour revenir un peu à ça, on parlait de ce nouveau recrutement, de ces départs, de ce nouveau recrutement. Il y a aussi le début d'un nouvel axe à Lyon avec la formation. On a le départ de Benzema, le départ de Ben Arfa, qui est l'autre pépite du centre de formation. Mais on continue de plus en plus à se dire il y a une formation compétente à Lyon qu'on est en train de développer. On va en profiter. Et dans ce début des années 2010, on voit l'arrivée de Loïc Rémy, de Jérémy Pied, de Maxime Gonalon, de Grenier, de Lacazette, puis de Umtiti Fekir et Tolisso par la suite. Mais voilà, cette reconstruction, elle se base sur des recrutements, elle se base sur la formation parce qu'il y a ce projet de stade dont tu parlais. Ouais, bah, écoute, si vous avez écouté l'épisode de Potocaré sur Arsenal, en fait, il y a vraiment les similitudes entre les deux. C'est-à-dire que à partir du moment où Arsène Wenger a voulu penser au Emirates, bah, il y avait moins d'argent. Et bah, à partir de 2007, Ola s'est dit non seulement je suis pas propriétaire de Gerland, qui est moche à mourir, mais dans un quartier que tout le monde aime, moi je veux construire un stade au milieu de nulle part. Par contre, c'est le mien. Et ça va être mon bijou, mon bébé. Et donc, à partir de 2012, le projet commence, le financement arrive. Et donc, il y a moins de financement pour le club. Et donc, on va se focaliser sur la formation, commencer à Ouais, faire nos baby guns, hein, comme les baby gunners. Voilà, nous, on a nos baby guns. Et bah, il y avait déjà une bonne formation, parce que tu sors pas Benzema sans avoir une bonne formation. Mais l'investissement il commence il y a de plus en plus d'investissement, parce qu'on se dit que au lieu de dépenser 10 millions sur un joueur moyen de Ligue 1, on va dépenser 10 millions à l'année sur l'académie et en sortir 4 ou 5 qui va nous financer le reste de l'équipe, quoi. exactement. Donc à ce moment-là, tu disais, grosso modo, 2011, 2012, où Ouais, le c'est ça. club, par nécessité économique avec l'arrivée du stade, mais aussi parce qu'on voit les compétences dans le club qui ont été développées sur la formation, les infrastructures qui ont été développées. Ce qui est assez terrible, c'est qu'il y a ce tournant donc en 2012. Et il est cruel parce que c'est à la fois le tournant avec l'arrivée vraiment d'une vague de joueurs formés, l'arrivée, on en va en parler plus tard, de Rémi Garde, qui est un coach qui vient de la formation lyonnaise, qui vient de l'OL, mais qui vient aussi de la formation lyonnaise, qui est passé par le centre de formation en tant que coach. C'est à la fois l'année aussi du dernier titre majeur de l'OL aujourd'hui, cette victoire en Coupe de France face à Quevilly. C'est aussi et surtout la première saison en 10 ans, en plus de 10 ans, où Lyon ne finit pas en Ligue des Champions. Lyon Ouais. finit quatrième cette saison 2011-2012 et Lyon ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions. Ouais, mais en fait, à l'époque, on prenait, tu vois? La Ligue Europa, ça nous a plu, la saison d'après, on se fait un beau match à White Hart Lane contre Tottenham. Franchement, on prenait. Vu la situation du club aujourd'hui, même la Ligue Europa, on prend. Mais, ouais, effectivement, c'était un fait marquant, parce qu'évidemment, tu as moins d'argent pour investir sur ton équipe, tu te qualifies pas en Ligue des Champions, bah, tu as encore moins d'argent pour investir, et donc c'est un cercle, Ouais. vicieux, et qui a fini avec des années très compliquées, des petits pics de temps en temps, hein, 2015 avec Hubert Fournier, et cetera. Mais à part des rares soirées magiques contre le PSG notamment, contre Monaco, contre Marseille, voilà, à part les gros matchs, l'OL Le, n'est plus là. on savait que l'OL a des devoirs à la manière d'Arsenal, hein, tu le disais, avec Wenger à la baguette, avec le nouveau stade, modèle similaire à Lyon, avec le nouveau stade axé plus sur la formation et le recrutement de jeunes joueurs. L'OL le fait très bien. Le problème, c'est que les résultats en pâtissent un petit peu. Clairement. Le coût du stade, c'est quand même quasiment 500 millions, donc ça a un coût très important. Et puis, il y a l'arrivée d'une super puissance dans le championnat de France qui verrouille déjà quasiment tous les titres et une place en Ligue des Champions. Donc, ça devient de plus en plus compliqué avec le PSG qui est donc racheté à l'été 2011. On peut presque mettre dans la même barque, même si c'est pas exactement le même acabit, mais quand même Monaco qui, avec Ribolovlev, devient un club avec beaucoup plus d'argent que Lyon sur ce moment-là, même si depuis ça s'est rééquilibré. Et donc Lyon continue dans sa stratégie de formation, mais surtout, on voit de plus en plus, et avec plein de qualités, cette formation arriver. Donc on parle après des Lopez, des Lacazette, des Tolisso, et maintenant Moussa Mawar et des Gusto. compagnie, ouais. Mais il y a aussi un vrai pivot vers une sorte de, comment dire, vers une sorte de stratégie de trading parce que Lyon ne peut pas faire autrement, parce que Lyon économiquement devient bien plus qu'un club aussi, et ça on va en parler. Mais voilà, il y a ce trading qui commence avec Benzema, Pjanic, mais à la limite c'est des éléments qui sont jeunes et tout ça, mais on se souvient de Mamana à cette époque-là. On se souvient après, surtout par la suite, les dernières années, ça s'est vraiment accéléré, je trouve, à partir de Mamana. Anderson, Exactement, notamment Anderson. Terrier. Et puis récemment, Ferland Mendy, Ndombele, Touzard, Guimarães, Paqueta, qui ne sont pas des joueurs formés au club, qui sont des joueurs qui arrivent jeunes, Ouais. qui sont très bien scoutés, ça, il n'y a pas de sujet, mais qui sont scoutés dans un but d'être revendus assez rapidement. Ouais, clairement. Donc on voit ce modèle économique qui est à la fois une réussite, mais qui amorce le déclin sportif depuis 2012 et même depuis 2008 de l'OL. Tu le disais, hein, l'OL fait quand même quelques belles saisons. Ils sont 2 fois deuxième derrière le PSG sur la décennie 2010. Il y a un beau parcours en 2017 en Europa League avec une demi.
Il y a surtout la demi de Ligue des Champions Qui est sous magique. Garcia la saison Covid. Mais bon, Qui on tranche voit vraiment que en fait, parce que c'est ça le truc, c'est la même année où c'est la première année qu'on finit pas en coupe d'Europe, 2020 avec le pandémie. Alors évidemment la saison covid, c'est particulier, mais effectivement, il y a ce parcours, un peu magique, au Portugal, jusqu'en demi-finale où je pense qu'on avait le moyen d'aller chercher une finale, mais ouais, bah, franchement, un peu comme le PSG, c'est une Ligue des Champions tellement particulière qu'on ouais, sent que tout peut se passer parce que l'époque est bizarre avec le Covid, ouais, avec des matchs retour exact. qui sont joués à huis clos, le Final 8 ensuite. Mais il y a eu tellement de complications avec ce club qu'en fait les victoires, bah, notamment en Final 8 ou les victoires en phase de poule contre Manchester City, on les célèbre vraiment comme Ouais. des titres presque. Exactement. Et puis, on parlait de cette demi de Ligue des Champions en 2020 avec Rudy Garcia à la tête de l'équipe, malgré le fait qu'il soit très décrié. Bah, un petit peu comme Puel quasiment 10 ans plus tôt. En fait, cette demi de C1 qui avait déjà donc atteint Lyon sous Puel avec l'élimination du Real en 2009-2010, bah, c'est un peu l'assurance risque de Garcia comme c'était l'assurance risque de Puel. Et en fait, le club va continuer avec ses deux coachs et va se scléroser. La tension va monter entre la direction, le coach, la direction, les supporters, surtout les supporters et le coach. Et c'est quand même quelque chose qu'on a vu beaucoup ces dernières saisons, que ce soit avec Silvinho, Garcia, Bosch, mais surtout quand même Genesio, Garcia ces dernières saisons, Ouais. où il y a une vraie tension dans la direction, il y a une vraie tension entre les supporters et le coach, et les coachs vont rapidement être virés. On a aussi vu les tensions avec Juninho qui continue de pourrir un peu le club. Je ne parle pas de Juninho qui pourrit le club, hein. Je parle des tensions en général. Bien sûr. Évidemment que je pense que Juninho, malheureusement, n'aurait jamais dû partir pour ce club. Mais donc on en arrive là, on en arrive aujourd'hui à 2023 où le club est ce qu'il est aujourd'hui et on voit un vrai déclin depuis presque 15 ans. Ouais et puis il faut évidemment parler de Textor, qui pourrait potentiellement venir, aider le club. Il signe un petit peu la fin, ou la fin progressive en tout cas de Aulas, avec son départ, quasiment acté dans 3 ans, mais si ça s'arrange pas, ça pourrait être beaucoup plus tôt. Il est pas fan du board et cetera. Mais bref, Textor est surtout l'homme qui reprend la main financièrement à Aulas. Au-delà Exactement. d'être, le président, il est le boss financier, du club et On c'est par- particulier, quoi. et la main, même si on sentait depuis quelques années qu'Olas commençait à parler de succession parce qu'il a fait de son club bien plus qu'un club, avec la section féminine, avec le stade, avec le complexe d'Assal à côté, avec l'OL Reign aux États-Unis, le club est devenu bien plus qu'un club. Mais on sentait qu'Olas avait une sorte d'envie de passer la main. Il a été légèrement forcé aussi par ses partenaires économiques. On Pathé parlait, j'ai notamment, ouais. oublié le nom, du fonds chinois qui a investi beaucoup, mais surtout de Pathé. On parlait de Pathé qui a amorcé vraiment le tournant et qui a permis, avec son arrivée au capital à 34% en 99, d'asseoir la position de l'OL. Bah, à leur départ, ils forcent la main à Olas pour vendre le club à John Textor. Donc effectivement, on a John Textor qui vient de racheter tout récemment le club pour 66% du capital. Euh, voilà, c'est une fin de règne pour Olas qui s'amorce dans les 2-3 années qui suivent, si jamais il arrive jusque-là. Mais voilà pour ce contexte. Du coup, Tom, je crois qu'on en a fini pour la présentation de cet Olympique lyonnais depuis 1987 et puis même un peu plus historique. On va rentrer en plein dans notre uchronie, dans notre partie science-fiction, pour répondre donc à cette question après vous avoir si bien présenté le contexte. Et si Jean-Michel Aulas n'était donc pas devenu propriétaire de cette OL en 1987? Premier axe qu'on voulait discuter, Tom, de cette question, et si Aulas n'était pas devenu le propriétaire de l'Olympique Lyonnais, n'était pas devenu le président, euh, bah, est-ce que l'Olympique Lyonnais serait à un moment devenu le club qu'il est devenu? Je pense que là, il y a plein évidemment d'interprétations et de réponses possibles. Nous, on s'est mis plutôt d'accord sur le fait que l'OL serait pas le club qu'il est aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Il y aurait pas les 7 titres. Il y en a peut-être un. Moi, je suis plutôt de l'avis qu'il n'y en aurait pas. L'OL, à l'heure du rachat, les finances sont, comme on l'a dit, pas bonnes. Il y avait pas beaucoup de groupes intéressés. En tout cas, c'est pas ce que Google semble me dire. Mais on se dit quand même qu'avec Tapi, avec la taille de la ville, il y aurait trouvé quelqu'un d'autre pour acheter. Est-ce que Pathé serait venu 2 ans plus tôt ou 10 ans plus tôt? C'est possible, mais il y a d'autres groupes, qui auraient pu passer par là. Il y a l'alternative qu'ils auraient pu finir comme les Rangers et partir en faillite et être liquidés. J'y crois pas trop, mais c'est une possibilité. Mais Tu veux dire que franchement, Lyon-la-Duchère aurait pu devenir le club principal de cette ville? non, je pense que l'OL, Enfin, même liquidé, serait revenu en tant que l'OL je suis, et ouais, voilà, serait revenu, mais je sur suis de meilleures bases.
C'est le 3 c'est la voilà, c'est la 3e ville de France. Ouais, je suis Heu, pleinement d'accord avec toi sur ça. Je pense que Lyon aurait trouvé, d'autres investisseurs auraient trouvé de toute façon un autre modèle économique. Peut-être à un moment, à partir des années 90, surtout 2000, un investisseur étranger, peut-être aussi, Sûrement et je pense chinois, on était américain, d'accord, ouais, sur le fait que même s'il y avait eu un rachat à l'époque, il y aurait sûrement eu un nouveau propriétaire depuis, exactement. à la un peu à la OM, tu vois? Il y a eu des Américains, des Chinois, voilà, il y a une passation de pouvoir qui serait passée. Des Par milliardaires contre qui sont venus se faire kiffer, des voilà, groupes qui sont venus rechercher juste de l'argent. bon, c'est pas la jet Ça aurait set, pu être hein, un Dreyfus ça aurait pu être un Dreyfus à Lyon comme ça aurait pu être un investisseur façon Colonie Capital. voilà. Bon, Lyon, c'est pas la jet set de Marseille, mais c'est voilà, c'était une possibilité. On Moi, je suis plutôt de l'avis que l'OL serait évidemment remonté en Ligue 1 s'il y avait eu Ouais, rachat. moi je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. L'OL serait remonté, par contre je pense pas que l'OL Non. aurait eu un quart du palmarès et Non, de non. l'aura et d'être devenu un des plus grands clubs français. Parce Ouais. qu'avant, l'OL a une histoire qui a existé avec une période assez sympa dans les années 60-70, on en parlait. Mais s'il y a pas Jean-Michel Aulas, pour moi, l'OL ne devient pas un des plus grands clubs français de l'histoire. Non, non, et il devient un Toulouse, un Strasbourg ou un Nice. Ouais, Il y a l'idée que la région Rhône-Alpes, au-delà d'avoir une bonne, académie, l'OL a quand même un truc de talent quand même dans la un beau rue. vivier. Un vivier, voilà, un vivier de talent, qui aurait pu être utilisé. La direction d'Olas a permis la recherche et la modernité et l'avance sur tous les autres, mais il y aurait quand même eu, un vivier de personnes à qui utiliser et on aurait eu, voilà, des jeunes joueurs, un club de milieu de classement qui aurait peut-être fait des coupes d'Europe par-ci par-là, mais pas de titre, ça c'est sûr. Ouais, comme on a vu, en fait, on parlait un peu tout à l'heure des dauphins de l'Olympique Lyonnais dans la grande période, Voilà. tout à l'heure. Mais on va même y revenir maintenant, tu sais quoi? On va y revenir maintenant. L'OL aurait pu avoir quelques belles saisons dans les années 2000, mais on a mais voilà, il se serait surtout pas inscrit dans la durée comme l'a fait l'OL, des années 2000 jusqu'au début des années 2010. Bah, écoute, puisqu'on parlait justement des autres clubs, pourquoi pas se faire un petit focus là-dessus? Si Jean-Michel Aulas n'avait donc pas fait de l'OL ce qu'il est devenu en devenant propriétaire de l'OL pour lui, quel autre club français en aurait profité? Bah, Moi, il y a plein d'options, mais tu vas il y a nous plein en d'options. parler parce que tu l'as plus vécu que moi en tout cas. Ouais, alors je l'ai plus vécu et puis il y a aussi des sensibilités. Le premier club qui me vient à l'esprit, c'est un club qui a gagné un seul titre dans son histoire, c'était en 1998, c'est toujours la fierté du RC Lens, ce titre de 1998. Lens gagne un 2e titre de champion de France 4 ans après et ça, c'est une certitude. On en parlait tout à l'heure, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Il y a ce championnat assez fou où Lens a quasiment 10 points de plus à mi-saison, où l'OL grignote son retard jusqu'à jouer une 38e journée à domicile face à Lens, justement, qui a un point de plus ou 2 points de plus. L'OL doit gagner pour être champion. L'OL gagne avec 3 buts d'écart. Clairement, quand on regarde le classement cette saison-là, s'il n'y a pas le grand lion de Jean-Michel Aulas qui gagne donc son premier titre, hein, Lens est très largement champion. C'est un très beau RC Lens. Et Lens, au final, s'impose comme une des équipes fortes de cette zone-là, de la fin des années 90 au début des années 2000. Donc voilà pour ce qui est de Lens. Pour moi, c'est le club qui aurait vraiment pu profiter au moins pour un titre. Je pense qu'il y en a un deuxième qui est l'AS Monaco. On se souvient de l'AS Monaco de ce début des années 2000, de cette génération qui va faire avec Didier Deschamps notamment, jusqu'à faire une finale de Ligue des Champions en 2003-2004 avec la génération Perchaud, Nonda, Gaël Givet, Skilacci, Tonton Pat. Julie Roten, Tonton Pat évidemment. Une équipe assez incroyable. Bah, ils vont finir deuxième en 2002-2003. Alors, c'est une saison où ils sont pas très loin. Il y a cette saison 2003-2004 où ils finissent troisième, mais quasiment à égalité de points avec le PSG qui finit deuxième. Donc cette saison 2003-2004, Monaco est encore une fois pas loin. Monaco, juste la saison précédente d'ailleurs, ils sont quand même sur un vrai choc. C'est-à-dire qu'ils ont énormément de points d'avance et ils craquent. Là, la saison d'après, ils sont toujours dans la course, mais ils ne sont pas champions. Je pense que Monaco aurait pu avoir minimum un titre, voire deux. Le deuxième, il y a une discussion sur la saison 2003-2004 entre Monaco et le PSG. Ce qui est d'ailleurs assez incroyable parce que quand on pense au PSG des années 2000, on pense évidemment au PSG qui fait tout pour ne pas descendre et Derrick Frasque, qui gagne par-ci par-là des Coupes de Ligue ou de la Coupe de France. Bah, il y a une saison, je pense que c'est la première saison de Pedro Paoletta, 2003-2004, où Paris finit deuxième, pas très loin de Lyon. Et ça aurait été assez incroyable en fait que ce PSG-là, ce PSG de Letizy, de Bernard Mendy, de Paoletta finisse champion. Donc ça aurait été assez incroyable. Et après, tu voulais parler aussi de quelques clubs qui ont bien fonctionné ces aléas et qui auraient pu profiter soit sur des titres
de coupe ou de championnat, soit même disons, plutôt généralement, qui auraient pu profiter de l'absence d'un ogre lyonnais. Ouais, en fait, l'ogre lyonnais, en fait, au-delà de prendre les titres, c'est qu'ils prennent les joueurs, on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a Ouais. des équipes qui auraient pu profiter de Pierre-Alain Fro, de Pedretti, de Balmont et cetera. Même si Balmont, il vient de l'académie, mais il y a des clubs comme Lille que moi, voilà, en regardant le foot, Ouais, vous à les avez partir bien de dépouillés à la fin des années 2000. c'est ça, et ils sont bien contents, hein, vu les jours qu'on leur a pris. Hem, je parle pas de Thiago Mendes, hein, évidemment. Non, on parle Heu plus d'un Eric Abidal, par exemple, à l'époque. Eric Abidal, évidemment, de Michel Bastos et compagnie. Plus tard. Mais voilà, en démarrant à regarder le foot à partir de 2006, c'est vrai que les Lille, les Rennes dans une certaine mesure et surtout l'OM, c'est les Alors, clubs qui sont c'est- réguliers en tout cas, qui sont ouais, là-haut. Lille et l'OM finissent tous les deux deuxièmes, respectivement, en 2005 et 2007. Voilà, Derrière Lyon. exactement. Mais il faut quand même noter que, bien sûr, il y a ces clubs qui sont 2e et cetera, qui auraient eu de facto, s'il y a pas de équipe au-dessus, le titre. Mais il y a des clubs qui sont moins réguliers. Monaco, on en a parlé, qui du coup, descendent. Voilà, c'est pas de la faute de l'OL que Monaco va moins bien. Les saisons avec Guy Lacombe, par exemple, c'est pas de la faute de l'OL qu'il y ait une relégation. Non, Donc, des clubs comme Sochaux, malheureusement comme Auxerre aussi, bien sûr. qui sont plutôt bien classés, comme Toulouse. Voilà, il y a Bien plein sûr, de s'il y a pas un grand OL, Auxerre finit régulièrement sur le podium de la Ligue 1 et donc en Ligue des Champions. exactement. Vu que ça se passe très, très bien en Ligue des Champions à chaque fois pour l'Auxerre, c'est parfait. Heu, mais, il y a plein de il y a plein de clubs qui sont présents. Il y a Bordeaux, mais Bordeaux en a profité sur la fin. Heu, Exactement. Bordeaux, on voit les prémices arriver. Il y a cette saison 2006 où ils sont déjà deuxième. Bon, ouais, ils sont vraiment très loin. Là, on est vraiment à l- au summum de l'ultra domination lyonnaise. Il y a aussi cette année 2008 où Bordeaux finit deuxième. mmh, Et 2008, on en parlait tout à l'heure, c'est le dernier titre de Lyon. Et Bordeaux prépare son titre de 2008-2009 la saison suivante. Donc effectivement, il y a une multitude de clubs qui effectivement finissent pas très loin dans ces saisons-là. Donc on parlait c'est du sûr que PSG. c'est pas Sainté. Sainté prend pas avantage de ces Non, titres-là, Saint-Étienne sont à ce très moment-là loin. essaye déjà d'être en Ligue 1. Voilà. Ça dépend des années. Écoute, je pense que c'était assez intéressant là, effectivement, de faire un focus sur les clubs français. Un sujet qui touche tout autant nos clubs français, auquel évidemment, moi je pense, en me disant si Aulas n'était pas devenu propriétaire et n'aurait donc pas fait de l'Olympique Lyonnais un des géants du foot français des années 2000, bah, Lyon est aussi un grand club européen. Qu'aurait été le foot français sans Lyon en Coupe d'Europe? Alors moi, dans mes notes, j'ai noté catastrophique, mais c'est peut-être pas à ce point-là, mais Ouais, moi, je peux mettre cataclysmique à côté pour moi. cataclysmique. Je me dis que s'il y a pas une prise de conscience de l'apport que peut avoir la Coupe d'Europe au club français, c'est inévitablement un énorme problème pour le foot français. Bien Donc, sûr. Juste, vas-y. avant que je te laisse la parole, je vous présente ce qui s'est passé pour les clubs français hors Lyon dans les Coupes d'Europe pendant les années où Lyon ultra domine, donc c'est-à-dire au cœur des années 2000. Lyon, on en parlait, hein, c'est 3 quarts de finale en Ligue des Champions, 3 huitièmes de finale, beaucoup de victoires en phase de poule, notamment face à des ogres, face à des géants du foot mondial. Donc Lyon rapporte énormément de points à l'indice UEFA. À côté de ça, les autres clubs français, les seuls résultats significatifs qu'on a, c'est l'OM qui fait 2 finales de Coupe de l'UEFA en 1999, donc on n'est pas encore dans la grande période de domination, et 2003. Donc là, on est en pleine domination de l'OL. Et la finale en Ligue des Champions de Monaco en 2004. Vous allez me dire, ça, c'est 3 très beaux résultats. Certes, le reste du temps, c'est le néant. Il n'y a pas d'autres demi-finales, il n'y a presque quasiment pas de quart de finale à côté, même en Coupe de l'UEFA puis l'Europa League. Lyon est le seul pourvoyeur quasiment de points à l'indice UEFA pour le foot français. Ouais, et il faut quand même se remettre aussi dans le contexte européen aussi. C'est-à-dire qu'à l'époque, notamment entre 2005 et les fins des grandes années de l'OL, quand ça allait vraiment très bien en Coupe d'Europe, c'est les grandes années anglaises, hein, c'est les quatuors dans le dernier carré de clubs anglais, Chelsea, Manchester, Arsenal et Liverpool. Le Barça et le Real, c'est pas tout à fait ça. Ouais. Le Bayern est encore loin derrière, donc l'Allemagne se retrouve bien loin derrière. Et donc il y a la place pour le foot français de se développer, d'aller mieux, d'être mieux doté financièrement et d'être dans un cercle vertueux. La France a raté ce cycle-là et du Lyon, par coup ailleurs, est rentré à l'ECA dès l'époque. Enfin, je crois ouais, qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas l'ECA, mais aux sortes de COMEX des gros clubs G14, européens. j'ai Le découvert G4, ça. exact, voilà, le G14, Oh là, je cherche. c'était
Alors, j'ai lu ça quelque part, qui était président même du G14, c'est dire la place de l'OL en Europe. Exactement, qui était un peu l'ancêtre de l'ECA, qui en gros représentait les 14 plus gros clubs Exactement. européens et Lyon en faisait partie. Lyon en faisait clairement partie. Faut savoir que même en dehors des grandes années de l'OL, si on prend à la fin de la saison dernière, l'OL sur les 5 dernières années a pris 20 des points, sachant qu'il y a une saison où on n'a pas joué la coupe d'Europe. C'est quand même dire beaucoup. En 2008, à son maximum, l'OL est 8e dans les clubs européens et dans la décennie de titres et cetera, n'a jamais quitté le top 15. C'est absolument monstrueux. Bon, Donc aujourd'hui, il est 20e, malgré le fait qu'il joue très peu la coupe d'Europe et sans ça, la France aurait été rattrapée par la Russie, les Portugal les a même dépassés en 2013, les Pays-Bas l'auraient rattrapé et l'Ukraine même l'aurait rattrapé. Donc qu'est-ce que ça donne pour la Ligue 1? Ça donne moins de places qualificatives en coupe d'Europe et là, Flo, tu as quelque chose à dire là-dessus? mais ouais, parce qu'en fait, ce moment, il est ultra important sur quasiment tout le foot français. On va pas s'éterniser parce que de toute façon, c'est le but de cette émission, c'est de se poser des questions. Et si, mais donc on parle de Lyon qui est ultra important dans le, parce que là tu parlais de 20% sur les dernières années, mais dans les années 2000, Lyon Ah, c'est est beaucoup plus que ça. bien au-delà, en premier pourvoyeur des points UEFA du foot français. Pour moi, il est clair que s'il n'y a pas ces grands OL grâce à Jean-Michel Aulas dans les années 2000, le foot français perd une place qualificative en Ligue des Champions, soit par plus de tours préliminaires, soit il la perd complètement au profit des Portugais, des Russes, des Ukrainiens, voire des Écossais. C'est extrêmement compliqué pour le foot français à ce moment-là. Et alors, il y a l'arrivée de QSI au PSG, puis un peu moins, mais quand même de Ridwololev à Monaco, qui vont permettre d'avoir des épopées et beaucoup de points dans les années 2010 pour les clubs français à l'indice UEFA, qui vont permettre de remettre la France vraiment assez largement comme 5e nation à l'indice UEFA. Mais la réalité, c'est que s'il n'y a pas Lyon dans les années 2000 pour entretenir cette flamme à l'indice UEFA, moi, je me pose même la question de l'investissement de Ridwololev et de QSI au PSG et à Monaco. Moi, je me C'est-à-dire qu'en pose la fait, ils se question disent, on est de dans un pays où il n'y a que 2 places pour la Ligue des Champions. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour nous de se positionner là-dessus? Ça pose énormément de questions et sur l'avenir du foot français. Media Pro ne vient pas non plus. Bah Alors ça ouais, mais du coup, tu poses les il y a questions de plein de trucs, Mediapro. qui Et en viennent fait, pas. les questions sont infinies là-dessus. Mais si on prend le départ, bah, le foot français s'enlise encore plus que ce qu'il était faible déjà à cette époque-là. Et ça pose énormément de questions. Écoute, je pense qu'on en a fini sur cette partie, l'impact sur le foot français. Il y a un dernier impact sur le foot français, mais là, on va le prendre sous un tout autre prisme qui est assez intéressant à observer. Encore une fois, hein, avec cette question, si Jean-Michel Aulas n'était pas devenu propriétaire de l'OL, donc si l'OL n'était pas devenu ce grand club, bah, quelle aurait été la carrière et l'impact qu'a eu la formation lyonnaise sur le foot français? Quand on dit le foot français, on ne parle pas forcément que de l'équipe de France. Il y a des joueurs qui ont apporté au foot français sans avoir une immense réussite. Tu verras bien mon regard où il va en équipe de France. L'idée, c'est pas forcément de faire de cas particuliers parce qu'il y a beaucoup de joueurs. On pensait à Govou, Benzema, Ben Arfa, Lacazette, Fekir, Tolisso, Umtiti qui ont été des joueurs importants à un moment de l'équipe de France et qui sont tous formés à l'OL. Il se passe quoi s'il n'y a pas ce grand OL pour le foot français? Moi, je pense que déjà, faut imaginer qu'au lieu d'avoir 3 ou 4 nouveaux jeunes dans l'équipe tous les ans, comme on a aujourd'hui, tu vois? Gusto, Loukeba et compagnie, on en a plutôt un ou 2. Déjà, ça change beaucoup de choses. Donc déjà à l'OL, à l'échelle de l'OL, ça change beaucoup de choses. À l'échelle du foot national, ça change aussi beaucoup de choses. Il faut imaginer aujourd'hui qu'en Ligue 1, sur les joueurs formés, qui sont devenus professionnels, juste en France, entre la Ligue 1 et la Ligue 2, il y en a presque une vingtaine de joueurs qui sont formés à l'OL, qui jouent encore en France, qui ne jouent pas à l'OL. Donc Ferry, qui est capitaine à mi-temps de Montpellier, Del Castillo, Gouiri, voilà, c'est des exemples encore Ouais, relativement puis avant, récents. on avait eu des Loïc Rémy, des Jérémy Pied, des Exactement. Anthony Martial. Les exemples il y en a Multiples énormément. et l'impact est évidemment énorme parce que, voilà, on le voit régulièrement, Lyon est la meilleure formation, en France, dans les meilleurs en Europe parce qu'ils forment énormément de joueurs qui sont partout en Europe et Ouais. donc le football français en pâtit. On parlait un petit peu de l'équipe de France, il y en a qui n'ont pas eu de carrière en équipe de France, Malbranque, Bréchet, Balbon et compagnie, mais il y en a qui ont des vraies carrières en équipe de France. On pense à Tolisso, Fekir et Umtiti qui sont champions du monde. Umtiti qui est quand même très grand contributeur au titre en 2018 grâce à son but contre la Belgique. Est-ce que la France est championne du monde sans Umtiti? On ne sait pas. Tu as des joueurs qui ont des C'est une carrières question qu'on peut se poser. Disons qu'il a un rôle très important dans cette exactement et même formation. En fait, défensivement. la question, c'est très difficile de personnifier sur un joueur Exactement. en particulier parce que c'est très difficile de se dire sans un grand OL, Umtiti n'aurait pas percé. Non. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Pour tous les joueurs, que ce soit pour Benzema, pour Ben Arfa, pour Lacazette, comme pour Umtiti.
Par contre, ce qu'on peut se poser comme question, c'est que tous ces joueurs qui ont marqué le foot français, et a fortiori l'équipe de France pour certains, euh, au-delà de personnifier, est-ce que tous auraient réussi? Parce qu'il y a quand même aussi un truc qui est quand même semblable pour tous, c'est qu'ils sont formés dans un centre de formation qui est reconnu comme un des tout meilleurs au monde, le meilleur de France quasiment et un des tout meilleurs au monde. Mais surtout, pour beaucoup, ils viennent de la région lyonnaise ou de la région Rhône-Alpes. Donc il y a vraiment cette question d'ancrage local où en fait, ça se trouve, ces joueurs-là, ils n'auraient pas été détectés par d'autres clubs. Parce que le PSG, quand ils vont former, ils vont quand même beaucoup se focuser sur la région parisienne. Marseille aussi beaucoup sur la région locale, le sud-est de la France. Et beaucoup d'autres clubs, notamment Rennes, se sont spécialisés aussi sur la région parisienne où il y a un vivier énorme. Ça se trouve, il y a des joueurs, on ne peut pas savoir lesquels, c'est extrêmement dur. Et puis il y a des joueurs d'un tel talent qu'on se dit, ils auraient forcément fini par percer. Mais il y en a peut-être qui seraient passés à travers les mailles du filet. Il y en a plein qui ont des situations difficiles avant d'être recrutés par l'OL. Il y en a plein qui auraient peut-être fini à Saint-Étienne. Il y en a qui ont fini à Possible. Villefranche, à Villeurbanne. Fekir, par exemple, était à deux doigts de finir à Saint-Etienne, Exactement, et peut-être que en centre de Villefranche serait un formation. club de Ligue 1 aujourd'hui. Est-ce que Ouais, Bourg-en-Bresse serait ses premiers de Ligue 1? On ne le sait pas, mais il y a évidemment, au-delà de même, de la formation des jeunes qui sortent de l'OL, il y a des prismes que les autres formateurs ont récupérés de l'OL. Il y a une révolution dans la formation en France ouais. que l'OL a initiée. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a deux choses pour moi. Ce que tu viens de dire est ultra important. Il y a ce côté, ça initie quelque chose dans le reste de la formation française. Et je pense qu'en fait, Lyon a, on l'a vu là, Pierre Sage notamment, qui est un des grands formateurs de l'époque lyonnaise, qui a quitté, qui est allé au Red Star, qui est un autre club formateur reconnu, même si qui évolue dans le monde pro à quelques échelons inférieurs en national. Mais ce savoir-faire, il a été transmis ailleurs. Il y a aussi beaucoup de coachs lyonnais qui se sont exportés. Ouais. Tu parlais d'Hubert Fournier, tu parlais de Rémi Garde, qui ont été coachés ailleurs, donc qui ont aussi apporté leurs compétences. Genesio, évidemment. Hubert Genesio, Hubert Fournier qui est aujourd'hui à la DTN après son passage à Lyon. Donc il y a vraiment ce sorte de lien. Donc moi je suis à la fois complètement d'accord qu'ils ont influencé le reste du foot français de la DTN au club pour voir, pour s'inspirer de comment ils bossent. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que à force de montrer qu'on pouvait en France jouer avec, et puis bien jouer, même Exactement. s'il manque de Ouais. titres, avec autant de jeunes joueurs, je pense qu'ils ont à la fois décomplexé beaucoup de jeunes joueurs et décomplexé beaucoup de clubs sur le fait de oui, on peut les former et les faire jouer. Bah, Rennes ne serait pas le même club aujourd'hui. La Ligue 1 est devenue Exactement. la ligue des talents, faut pas l'oublier, c'est la Alors, eh ben, tu sais quoi? Je pense que si Lyon n'était pas devenu propriétaire de, si Aulas n'était pas devenu propriétaire de l'Olympique Lyonnais, la Ligue 1 ne s'appellerait pas la Ligue des Talents, et ça parce prévaudra qu'on pas n'aurait pas Ligue ce 1 à côté. Uber Eats non plus, mais ça, c'est c'est Ouais, peut-être ouais, autre alors chose. ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais en tout cas, et puis encore une fois, hein, je ne suis pas du tout, moi, réjoui parce qu'on voit de la Ligue 1 ces dernières années où on est sur une sorte de championnat un peu de trading où beaucoup Bien sûr. de clubs vont recruter ou former des jeunes joueurs avec l'objectif de les vendre. Mais en tout cas, le fait est que ça a permis de sortir beaucoup de jeunes joueurs qu'on a vu partir très tôt vers d'autres clubs européens. Et dernier point pour bien conclure, on aurait évidemment un ballon d'or en moins. C'est évident. Bah, Karim n'aurait pas eu la même carrière, je suis désolé. écoute, effectivement, l'enfant de Bron, donc de la banlieue proche, très proche lyonnaise, ça pose la vraie question de est-ce qu'il aurait été détecté par un autre club que Lyon? Est-ce que si Lyon avait été un club moins important, il aurait été moins en vue, il n'aurait pas fait forcément la même carrière? Moi, je pense qu'au vu du talent de Karim C'est sûr, Benzema, il aurait quand même fait une très belle carrière. oui. La question se pose peut-être plus sur d'autres joueurs, mais effectivement, cette question, on peut quand même légitimement se la poser. Sa carrière aurait forcément été différente à un moment. Écoute, puisqu'on parlait des joueurs formés, moi je voudrais qu'on s'attarde aussi sur une autre partie de joueurs. Je me posais certaines questions sur des joueurs qui ne sont pas forcément des joueurs formés au club, qui sont des joueurs très importants dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, qui ne sont pas tous restés très longtemps. Donc je ne vais pas m'attarder sur tous. Je pense par exemple à Mahamadou Djiladiara, qui est resté 4 ans, qui venait d'Arnhem aux Pays-Bas, de Eric Abidal, qui est resté 3 ans depuis l'île de Malouda, 4 ans depuis Guingamp, Dessien de 2 ans qui venait de Bastia. Tous ces mecs-là, bon voilà, ils ont fait une super carrière à l'OL, donc entre 2 et 4 ans. Ils ont très bien rempli leur boulot. Ils ont à chaque fois été champions de France. Maintenant, je pense que comme ils avaient un club avant, ils ont fini dans des très grands clubs tous dans la foulée de l'OL. Je pense que leur carrière n'aurait pas été sensiblement différente. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, pour moi, ils finissent dans un grand club après. En fait, le club tremplin aurait été un autre que l'OL, c'est tout. Bah, et je pense que même on peut prendre les exemples de joueurs qui sont venus après. Je pense à Hugo Lloris, à Bafétemi Gomis. Ils jouaient déjà en France et Gomis serait peut-être parti à l'OM plutôt que Gignac. Lloris, moi je pense qu'il aurait fini à Rennes et il aurait comme fini en Angleterre. Il y a plein de joueurs dans ce style-là, les Pedretti, les Fro, qui jouaient déjà en France et qu'au lieu d'avoir l'ogre Ouais. lyonnais, auraient fini dans d'autres clubs de bonne envergure, qui n'auraient peut-être pas été champions de France, peut-être pas aussi régulièrement, ça c'est sûr, mais qui auraient eu quand même les carrières qu'ils méritaient. Les joueurs Ouais. l'OL n'a pas influencé ces joueurs-là spécifiquement,
mais on a influencé d'autres. On en a parlé peut-être en off aussi, des joueurs qui ont été très bien scoutés, notamment au Brésil. On pense à Chris, on pense à Fred, pardon, à Cassapa et évidemment au capitaine Juninho. Ouais. Ouais, ça, alors ça, effectivement, c'est toute une liste de joueurs. On a parlé des joueurs qui sont restés quelques années, soit des très bons joueurs de Ligue 1, soit des très bons joueurs, au-delà de ça, qui sont partis dans des très grands clubs. Après, moi, je suis complètement d'accord, ceux-là n'auraient pas forcément une carrière différente. Les Chris, les Cassapa, les Juninho, c'est les soldats du club, c'est l'âme du club au cœur de ces années 2000. D'ailleurs, c'est leur départ aussi qui contribue au déclin de l'Olympique Lyonnais, hein, même si leur départ est plutôt logique parce qu'ils ont fait leur âge et leur temps. Je suis d'accord. C'est vrai que, par exemple, typiquement pour Chris, Cassapa aussi, mais surtout pour Chris qui a été un peu international et encore plus pour Juninho, on peut vraiment se poser la question de quelle aurait été leur carrière s'il n'y avait pas eu un grand Lyon. Aucun club, aucun grand club n'est jamais venu avant qu'ils arrivent à Lyon sur eux. Même pendant qu'ils étaient à Lyon, il n'y a pas régulièrement eu des rumeurs pour des très grands clubs. Bah, ça se trouve, en fait, Chris, il a une carrière de vrai policier au Brésil et Juninho, c'est un mec qu'on voit juste sur YouTube à l'orée des années 2000 faire des vidéos de coups francs et puis c'est tout. Ce que je veux dire là, c'est que ça se trouve, c'est des joueurs qui sont des illustres inconnus pour nous, suiveurs de foot en Europe, et qui sont juste des joueurs qui auront eu une belle carrière dans le championnat brésilien. Ouais, exactement et c'est pour ça qu'on voit aussi la transition de l'OL où les joueurs qui arrivent restent de moins en moins longtemps, que ce soit les jeunes ou les joueurs qui viennent en tremplin. Il y a un exemple, un contre-exemple d'avant, c'est Essien qui a que 70 matchs avec Bastia et qui Ouais. ne je ne pense pas termine à Chelsea s'il passe pas par l'OL, comme, Non, mais disons, je suis assez d'accord. Un Essien, même un Malouda qui fait Guingamp, ensuite voilà, qui fait Lyon et qui va à Chelsea. Je pense qu'in fine, ils terminent dans ce genre de club. Par contre, ils ont peut-être une étape supplémentaire à passer. exactement. Ils ont peut-être un club supplémentaire à faire. Voilà. Par contre, des joueurs comme Bruno Guimaraes, qui était déjà scouté par l'Atlético, aurait fini à l'Atlético. Paqueta se serait relancé ailleurs, Memphis aussi. Par contre, voilà, les Mendy et Ndombele, c'est pareil, ils sont bien scoutés, ils jouent quand même, voilà, ils jouent, en Ligue 2, Ligue 1, voilà. Ils auraient trouvé des clubs. Donc est-ce Ouais, que, c'est pas là aussi la transition de l'OL? C'est de se récupérer des joueurs où tu sais qu'ils veulent pas rester très longtemps, mais qui veulent se relancer ou se lancer dans le exactement. grand C'est monde et qui se vendent très bien ensuite. c'est clair que s'il n'y avait pas eu ce visionnaire de Jean-Michel Aulas qui a à la fois repris le club, qui a insufflé cette nouvelle politique avec le grand stade, avec un axe sur la formation et le trading de jeunes joueurs, la situation de tous ces joueurs aurait été bien différente. Il y a deux autres joueurs sur lesquels je veux me poser une petite question. Il y en a un tout premier, je pense que tu vas être assez d'accord avec moi, c'est Sonny Anderson. Alors on l'avait vu déjà à l'OM, puis à Monaco, au FC Barcelone. Il arrive en tant que star à Lyon, il gagne les deux premiers titres. C'est une des légendes parce que c'est celui qui insuffle vraiment les premiers titres de l'OL et puis qui devient la vraie première star de l'OL. Clairement, pour moi, il n'est pas considéré comme un des meilleurs attaquants de Ligue 1 s'il n'a pas ce passage à l'OL. Il est déjà champion une fois avec Monaco, il fait une très belle saison. Il fait deux très belles saisons même. Mais à l'OL, il est une sorte de bâtisseur et de pierre angulaire et de poutre de ce premier projet. Je pense que le projet OL n'est pas grand-chose sans lui sur les premières saisons. Je suis persuadé que Sonny Anderson n'a pas la même carrière, ou en tout cas n'a pas la même aura s'il n'a pas ce passage à Lyon. Et le deuxième joueur sur lequel je me pose une question, et ça renverra avec Dessy précédent, c'est évidemment Johan Gourcuff. Johan Gourcuff arrive dans ce Lyon tout début des années 2010. Il arrive comme une superstar du foot français, comme un crack qui est la nouvelle coqueluche du foot français, de l'équipe de France, qui a gagné le titre avec Bordeaux, qui est un joueur très beau à voir jouer, très élégant. Il a un transfert qui, pour l'époque, est quasiment avec bonus à 30 millions ou 27 millions, ce qui est énorme pour un club français dans ces années-là. Et bah, en fait, il incarne trop de choses pour le foot français et pour l'OL. Le prix, je pense, lui pèse. Le prix de ce transfert lui pèse beaucoup dessus. Et en fait, il va enchaîner les blessures à l'OL. Je pense aussi parce qu'il y a beaucoup de pression sur ses épaules qu'il arrête du mal à accepter et à subir, en tout cas. Enfin, justement, qu'il subit peut-être un peu trop. Moi, je me demande quand même avec lui, et on vous laisse écouter le avec Dessy sur Johan Gourcuff qu'on avait fait il y a un an. C'est une vraie question. Est-ce que sa carrière aurait été différente s'il ne signe pas à l'OL? Moi, je pense que oui. Je pense que s'il attend un an de plus à Bordeaux, il termine, au PSG et Javier ne signe jamais. Tu sais quoi, c'est pas impossible. C'est vraiment Avec pas un an de impossible. plus, c'est au PSG et il aurait trouvé un autre grand club en France et ça aurait pas été l'OL. Mais ça n'empêche que je suis pas sûr que la pression au PSG aurait été plus difficile Non, plus non, loin de difficile à ça, accepter mais qu'avec il lui. aurait été, face à Lugano à l'entraînement plutôt que Chris, quoi. C'est peut-être moins de cassures. Oh, oh là là, oh là là, oh là là. Enfin bon, en tout cas, si ça m'a permis de découvrir Javier Pastore et Ah de mais footballer génial. pendant presque 7 ans avec lui, c'est une grande joie. Il y a une autre question que toi tu voulais soulever et que je trouve assez intéressante pour sortir un petit peu du spectre purement footballistique.
C'est aussi l'impact de Jean-Michel Aulas et donc du Lyon, de l'Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas sur la ville de Lyon. Ouais, exactement. C'est voilà, une ville de foot, c'est dur à définir. Évidemment, il y a vous trouverez plein de reportages, d'émissions sur est-ce que la France a une culture foot? Est-ce que cette ville a une culture foot? L'OL a rendu une culture foot à Lyon et plus largement a rendu Lyon, je ne veux pas utiliser les quotes de Trump, mais great again. Ils est redevenu une grande ville grâce à Aïe, l'OL. aïe, 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 aïe. aïe, aïe, il l'a Voilà. osé. Lyon, c'est pas seulement 700 000 habitants, c'est aussi les 140 000 de Villeurbanne. C'est une grande métropole. C'est une métropole de jeunes, de plein de diversité qui ont besoin de football, qui ont besoin d'un sport pour, voilà, pour redevenir, unis et bah, c'est le club de l'OL qui a réussi à les unir. À travers l'Europe, il y a pas beaucoup de grandes villes qui ont pas de grands clubs. Évidemment, ça dépend des époques. Hambourg, actuellement, c'est pas la forme, mais voilà. Il y a un grand club, enfin, il y a un grand club Il y a un historique grand à club Hambourg. évidemment, Berlin redevient grand avec l'Union. Moi, les seules villes que j'ai trouvées à peu près à la même échelle de population, c'est au fin fond de, la Pologne, donc avec, Łódź, avec Essen en Allemagne, La Haye, aux Pays-Bas parce que Odo, n'a jamais été un très, très grand club. Mais en gros, à travers l'Europe, les villes classées dans le top 5 de population de chaque grand pays d'Europe ont Ont un des grand grands club. clubs. Et c'est même justement le fait qu'en Angleterre, il y en a plusieurs de grands clubs par de grandes villes. Mais ça, c'est un autre débat sur la France. Hem, donc Lyon, c'est logique qu'il y ait un grand club, mais on l'a dit au début, est-ce qu'il redevient champion? Pas forcément. La culture foot arrive avec les titres parce que tout le monde grandit dans les années 2000 en se disant: «Le meilleur club en France, c'est Lyon». Moi, je n'ai aucune Ouais. attache à Lyon, la ville et bah, moi, mon Beh, je club, c'était Lyon. dans le podcast, on pense à toi, on pense à Val, vous n'avez aucune attache, Non, aucune bien sûr que origine non. et aucune, lyonnaise et pourtant ou même de la région et pourtant vous êtes fan lyonnais effectivement et ça effectivement moi je ça a fait beaucoup pour la ville. Après je pense que c'est une ville qui avait aussi déjà entamé, en opposition à Saint-Étienne, Bien sûr. notamment la ville ouvrière, sa métamorphose et qui s'est beaucoup dynamisé. Le club y a contribué. Alors encore plus aujourd'hui avec ce projet en périphérie de Lyon, la OL Delphine Valley et puis même, l'OL voilà, Valley. il y a plein de boîtes qui arrivent. Orange, Voilà, tu arrivé à Lyon quand même. exactement. Lyon a ouais, ouais, non mais clairement. Lyon en a l'Olympique Lyonnais en a à la fois profité et en a à la fois été un fer de lance de ça. Maintenant, je pense que la ville de Lyon aurait quand même eu sa vraie reconnaissance et sa vraie dynamique qu'on connaît actuellement, pardon. C'est l'ancienne Hem capitale quand et même. sur et su Voilà, c'est la capitale du pays, à l'ancienne. Voilà, très, très ancienne, Lyon capitale était des la Gaules, capitale. effectivement. Mais il y a ce côté, oui, Lyon a permis de l'Olympique Lyonnais a permis de mettre Lyon dans la tête de certaines personnes. Maintenant, tu vois ce que tu disais, oui, l'Olympique Lyonnais a apporté une culture foot dans Lyon. Pour autant, je ne pense pas que Lyon est une ville de foot. Je pense qu'il y a très peu de villes de foot, vraiment de villes de foot en France. Paris a une culture foot, mais Paris n'est pas une ville de Non. foot, c'est une ville de plein d'autres choses. Nantes Je peut-être à la pense que limite? les vraies villes où quand il y a un jour de match et que tu sens la ville s'arrêter, c'est effectivement Nantes, surtout Marseille, Saint-Etienne et Lens. Ouais, c'est ça. Où je pense que c'est trois villes, enfin pour avoir fait deux d'entre elles, où tu es un jour de match, tu sens vraiment qu'il y a un match, peu importe où tu es dans la ville, et tu sens que toute la ville va vibrer avec le club. Ouais, Ce ça qui est c'est peut-être tout moins le un cas à Lyon, ouais. comme au PSG d'ailleurs, parce que c'est aussi des villes qui ont d'autres dynamiques. Donc, à la fois, le club se nourrit de ça, le club en profite, le club la nourrit aussi, mais je suis pas sûr que. Enfin, oui, mais à la marge, disons, Ouais, il sur y a plein d'autres choses à faire à l'impact Lyon du rachat de et Jean-Michel Aulas sur la ville de Lyon. ouais, exactement, il y a plein de choses à faire à Lyon, il y a plein d'autres business, il y a la musique, il y a plein d'autres choses et il y a justement, c'est la diversité des choses à faire à Lyon, comme à Paris, comme tu as dit, qui fait que c'est pas forcément une ville de Exactement. foot, mais une ville fière de son foot. Exactement. En tout cas, si ça aurait été pour voir, une photo de Gérard Collomb posé avec une casquette Make Lyon Great Again avec le logo de l'Olympique Lyonnais, j'aurais signé tous les jours. Attention, il faut pas Merci. oublier le logo, 6ix9ine, hein, devant. Faut que Waouh, ouais, 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 ouais. Alors celui-là, il peut 6ix9ine être la très trique, hein. difficile il peut être très difficile à porter pour toute autre raison. Écoute, moi, il y a un dernier point que je voulais me poser, sur pour clôturer cette émission sur, donc ce sujet et si Jean-Michel Aulas n'était pas devenu le grand propriétaire de l'Olympique Lyonnais qu'on connaît. Bah, en fait, ça aurait été qui le meilleur président et le meilleur propriétaire de l'histoire du foot français? Parce que moi, je vais donner mon avis avant que tu passes le tien. Jean-Michel Aulas et pourtant il y a beaucoup de griefs qu'on peut avoir, à son encontre depuis quelques saisons, depuis presque 10 ans maintenant. Mais il reste le mec qui a bâti un club quasiment en partant de rien, ou en tout cas en allant le chercher très bas,
qui l'a remonté, qui a fait de son club un grand club, qui a développé les infrastructures, qui a développé une ADN club, qui est presque aujourd'hui un peu. Il est presque un peu prisonnier de ça parce qu'il a construit aussi ce mirage depuis 10 ans sur l'ADN, à la fois le lustre d'antan que les supporters d'aujourd'hui veulent toujours voir, en renforçant l'ADN avec la formation, ce qu'il a très bien réussi. Il a créé une ADN club là où il n'y en avait pas forcément. Mais aujourd'hui, c'est un mirage qui peut plus suffire aux supporters. Les supporters, ils ont besoin d'autre chose. Ça n'empêche que Jean-Michel Aulas, très bien épaulé aussi, il faut le dire, pendant des années, notamment par Gérard Lacombe, par Bernard Lacombe, par Gérard Lacombe, n'importe quoi, par Bernard Gérard Lacombe, Collomb. puis par Gérard Rouillet, qui a été un directeur sportif, même si les deux sur la fin ont été décriés, mais c'est des mecs qui ont largement contribué On à touche pas à éduquer Houllier. Jean-Michel Aulas. Attention, touche Ouais. pas à Houllier. Non, mais on sait que ces dernières années, il y a eu des critiques contre Lacombe, contre Houillet, mais si on prend les 40 années presque d'épopée de Jean-Michel Aulas, bah, c'est des mecs qui ont toujours été, surtout pour Lacombe, à ses côtés, et qui ont toujours été à ses côtés dans des moments importants pour l'éduquer au football, et qui ont permis dans les années à succès de Jean-Michel Aulas de réussir. Donc pour moi, Jean-Michel Aulas est le président le plus important et le propriétaire le plus important du foot français. Allez, avec tapis. Moi, je le mets même au-dessus parce qu'il a un vrai côté bâtisseur. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi, ouais, ça pose une vraie question de savoir qui aurait été le meilleur président et le plus grand président propriétaire de l'histoire du foot français. Je ne saurais pas te donner un autre nom que Aulas, mais évidemment, ça c'est mon côté un peu supporter. Je pense que Tapi, évidemment, est juste derrière. Il y a plein de raisons pour donner Aulas comme numéro un. Il y a la longévité, évidemment. 40 ans comme président, c'est quand même Ouais, pas très commun. Le personnage, hein, on pense à Lolo Nicolin, à Tapi, ces genres de présidents qui sont plus grands que leur simple personne. Les investissements, les changements qu'il a apportés au foot français. Il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée depuis le début de l'émission, c'est son investissement sur le football féminin, ouais, qui est ouais, hyper c'est moderne très par important. rapport à n'importe quel autre club en France, en Europe et dans le monde. C'est les précurseurs, heu, peut-être avec les US à la limite, mais il y a beaucoup de supporters en France, et à Lyon particulièrement, féminins, qui grâce à l'OL ont un club à supporter, et Ouais. la D1 serait pas la même sans Aulas. Hem Il a apporté des titres, il a influencé, le football français, le football européen, il a changé la vision de la France. On a parlé de l'approche, sur les jeunes, l'académie, la façon d'approcher le football. Voilà, c'est l'un des premiers présidents à apporter le côté football business, en France. En- Ouais, exact. Ouais, c'est très Les important ce que chaînes tu dis. Il y a, télé, le il y a la, merchandising, à il y a la l'américaine, formation, quoi. le centre d'entraînement, le club, les chaînes télé, le merchandising, effectivement, tout ce que tu dis est très important. La diversification, même aujourd'hui, avec une salle de concert, avec, L'Asvel, avec un investissement dans le LDLC Asvel, donc le club de basket phare de la région, l'OL Reign, l'équipe féminine, c'est effectivement une sorte de pluralité. Et presque aujourd'hui, on aurait envie de dire, à la fois de par tous ces aspects, et notamment économique, diversification, il est devenu mais vraiment un immense président. Et pour autant, comme ça correspond à une période moins faste en termes de résultats sportifs, bah on se dit, est-ce qu'il ne s'est pas perdu? Et est-ce que c'est pas ce qui va ce qui l'a conduit à la perte depuis presque 10 ans, cette diversification, c'est cette espèce de vision très économique du football, de plus en plus en tout cas, et qui cache la réalité tout autant que l'ADN unique qu'il a réussi à créer à l'OL, mais qui est au final une sorte de mirage. bah, c'est ça le truc, c'est que voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent entre supporters. Voilà, il y a déjà des choses qui se disent sur mon podcast où on parle évidemment du nouveau McDo à All Valley, de la piste de bowling, etc. Et pourquoi nous on n'a pas un nouveau milieu de terrain. Il y a plein de choses que Colas a pu apporter au football français. S'il reste les 3 ans que Textor lui accorde, ça fera 39 ans qu'il est au club. Ouais. C'est absolument dantesque. C'est évidemment dur de le voir aujourd'hui souffrir, même si on se détache du côté supporter. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais c'est dur de le voir, entre guillemets, le personnage Ouais. se détruire tout seul presque, parce que avec Ouais. Giroud, avec Ponceau, avec Flo Maurice avant, ça fait 5 6 ans où vraiment la communication, on n'y croit plus du tout, et progressivement le personnage s'anéantit tout seul, quoi. Ouais, disons que si on peut même remonter à presque 10 ans maintenant, hein, 2012, ce dernier titre, où c'est compliqué, il y avait après cet espoir avec le nouveau stade, la formation, et on se disait que quelque chose peut arriver. Et au final, c'est pas normal que Lyon n'ait pas de titre depuis. D'autres équipes ont eu des titres, même des Coupes de France, des Coupes de Ligue, les années où le PSG s'est planté, et Lyon n'a jamais réussi, que ce soit en Ligue 1 ou Et il dans s'est pas les autres modernisé, c'est ça le compétitions. truc, malheureusement. Il s'est Exactement. pas entouré pour être plus moderne, et le football, il le voit encore comme les années 2000, et je pense que même il le voit comme les années 90, où il Ouais, peut mais enco en fait, moi, je suis à la fois d'accord et pas forcément d'accord sur ce point-là. Et c'est ce qui fait toute l'ambiguïté d'Olas, c'est que bah, il a installé son club d'un point de vue économique
dans un club ultra moderne. C'est-à-dire que Oui, oui. son club, il est en 2023, il est ultra implanté. Par contre, sur l'aspect sportif, Ouais. effectivement, là, je te rejoins par contre sur l'aspect sportif et c'est là où, en fait, on a peut-être la sensation il s'est juste trempé dans son sens des priorités. Et c'est peut-être là Ouais. où est le problème, c'est que l'aspect économique et diversification et infrastructure du club qui est extrêmement important, bah, il est peut-être passé au secondaire derrière le sportif et c'est Ouais, peut-être le vrai parce problème. que tout ce qui est scouting, data et Ouais. compagnie, il connaît pas du tout, ouais, donc Exactement, alors qu'il y a une formation ultra performante, donc ça veut dire qu'ils ont eu les compétences de mettre ça à un moment et le savoir-faire pour le mettre en application. Écoute, en tout cas, pour finir cette émission sur Jean-Michel Aulas et le fait qu'il et son règne de presque 40 ans en tant que propriétaire et président de l'Olympique Lyonnais, je pense qu'on peut tous les deux s'accorder sur cette phrase de fin. C'est que évidemment l'Olympique Lyonnais, mais même plus largement le foot français, aurait été largement différent si Jean-Michel Aulas n'était pas devenu propriétaire de l'Olympique Lyonnais en 1987. ouais, je pense qu'on peut tous être d'accord. Je pense que même je veux pas le pousser trop loin, mais si on peut s'imaginer que même Ola, c'est l'un des plus grands présidents de sport en France. Oui, Et bien sûr. voilà, donc voilà, le football et le sport en France auraient été très différents sans ce monsieur. Il est peut-être par contre temps de lâcher prise et de laisser quelqu'un d'autre reprendre ton entreprise. T'as compris, Jean-Mi? Allez, je pense qu'on a terminé pour cette émission. Écoute, c'était un plaisir de parler avec toi, Tom, de parler avec un Lyonnais qui n'insulte pas les gens sur Twitter, mais qui parle de manière Ça, je le fais posée. pas en Ça fait du émission, c'est bien. pour ça. J'espère que la commune lyonnaise va poursuivre. Moi, c'était un vrai plaisir aussi de faire cette émission avec toi. Et puis, mine de rien, même si moi, j'ai pas forcément d'attache avec l'Olympique lyonnais, bah, je pense qu'en tant que personne née dans les années 90, et même si c'est pas mon club, on a tous un peu vibré en Coupe d'Europe, mine de rien. Et moi, j'ai cette ambiguïté encore où je pense qu'Olas, depuis quelques années, effectivement, a fait les années de trop et les mauvais choix. Et que pour autant, j'ai cette ambiguïté permanente en me disant oui, il aurait dû partir depuis quelques années. Et pour autant, ce qu'il a fait reste sensationnel. Et je pense qu'avec le temps, on l'appréhendera un peu comme quand Wenger est parti d'Arsenal. Il faut du temps pour le temps. Voilà. Et ben écoutez, on se retrouve très très rapidement sur 11e art pour une toute nouvelle émission, que ce soit avec des scies ou poteau carré ou évidemment bien d'autres contenus. On vous réserve quelques belles surprises. Allez, salut à tous, salut Tom. Salut à tous.